Bonjour et bienvenue à cette conférence ministérielle sur le thème de la mobilité qui est, comme vous le savez, au cœur du projet européen. Je m'appelle Alex Taylor, je suis ravi d'être votre animateur. Cette conférence est en diffusion directe dans les 27 États membres et traduite simultanément en 6 langues. Vous voyez sur vos écrans l'icône qui vous demande quelle langue. Vous pouvez donc choisir et sachez aussi que la langue des signes est en présence ici aussi à la Sorbonne. Je suis ravi d'être en compagnie avec M. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale français qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne pour l'éducation, la jeunesse et les sports ici à Paris. Au sein de la Sorbonne, ce lieu très prestigieux, lieu emblématique s'il en est de l'éducation à la renommée internationale. Donc merci de nous suivre. Alors, Monsieur le ministre, cette conférence s'appelle « Osons la mobilité ». C'est la première de la présidence française pour l'éducation. En cette année européenne de la jeunesse et de la célébration des 35 ans déjà du programme Erasmus+, qu'est-ce que vous attendez ? Bien, bonjour à vous, cher Alex Taylor. Je suis très heureux de vous retrouver, vous qui avez contribué à un rapport très important sur l'apprentissage des langues en France, qui commence à avoir un impact sur le fait qu'on a plus d'apprentissage des langues en France aujourd'hui. Je veux saluer aussi les ministres qui sont présents, Lina Axelsson, Kiel Blom, Simon Harris, Václav Velkovsky et chère Sarah, bien sûr, Airi qui est là aussi, mais aussi la commissaire européenne, chère Maria, qui est avec nous, et Maria Gabriel, bien sûr, et puis Madame la députée européenne, présidente de la Commission Culture et Éducation, Sabine Verheyen, ainsi que vous toutes et vous tous qui nous suivez en ligne en ce moment, membres des États membres de l'Union européenne, et puis un salut particulier aux jeunes et aux professeurs qui nous suivent. Alors oui, aujourd'hui, il s'agit de célébrer la mobilité. La mobilité, c'est quelque chose de très concret, c'est ce qui nous fait européens finalement, et ce n'est pas innocent de le faire, comme vous l'avez rappelé, dans la Sorbonne. D'abord parce que la Sorbonne, en France et même en Europe et dans le monde, incarne un lieu de savoir, et on sait que c'est une des premières universités qui a été créée dans l'histoire mondiale. Et ce lieu, c'est aussi le lieu où le président Macron, qui est aujourd'hui au Parlement européen, mais a fait sa fameuse déclaration de la Sorbonne en 2017, qui comportait un certain nombre d'objectifs, lesquels ont commencé à s'accomplir et, je l'espère, vont continuer à s'accomplir au travers du travail que nous faisons maintenant. D'abord, parce qu'il avait émis l'idée qu'il faudrait que tous les jeunes Européens apprennent au moins 2 langues d'un autre pays que le leur. Et ça, c'est un objectif que nous poursuivons dans tous les pays. Et puis, il avait parlé aussi de la mobilité. Et il y avait à l'époque l'espoir de doubler Erasmus. Cet espoir est accompli aujourd'hui avec la nouvelle Commission européenne, le nouveau Parlement européen. Et évidemment, nous avons désormais à faire vivre cela. Il ne s'agit pas seulement de doubler le budget, mais qualitativement de faire évoluer Erasmus, parfois au profit de nouveaux publics. Et nous allons en parler aujourd'hui. Il y a le programme Erasmus+, bien sûr, dont nous allons beaucoup parler. Mais il y a aussi le Corps européen de solidarité et bien des initiatives bilatérales aussi qui enrichissent cette mobilité européenne. Et donc la mobilité, qu'elle soit physique ou virtuelle, on a eu, pour de bonnes et de mauvaises raisons, à développer la mobilité virtuelle ces derniers temps, doit permettre de constituer ce qu'on appelle l'espace européen d'éducation. L'espace européen d'éducation, c'est un concept fondamental. Ça vaut pour l'enseignement scolaire comme pour l'enseignement supérieur. Et un des aspects très importants de ce que nous avons à faire maintenant, c'est de montrer qu'à l'âge du lycée en particulier, mais même avant, eh bien, il y a un espace européen d'éducation qui précède ce qui se passe à l'âge de l'université. Nous allons vous retrouver tout au long de cette émission, mais tout de suite, nous allons regarder une courte vidéo qui porte témoignage à travers notre continent, l'Europe, de jeunes qui ont osé, et oui, la mobilité. Nous avons reçu énormément de contributions. Merci beaucoup si vous en avez envoyé. Nous vous en remercions très chaleureusement. Vous pouvez toutes les retrouver d'ailleurs et d'autres, et nous ne pouvons pas projeter malheureusement sur aujourd'hui. Vous pouvez les retrouver sur le site de la conférence. Regardez tout de suite, vous qui avez osé la mobilité. Bonjour, je m'appelle Adélie, j'ai 21 ans et je suis assistante de langue française à Berlin. J'ai décidé de partir pour gagner de l'expérience dans l'enseignement du français dans un pays étranger, car je souhaiterais en faire mon métier. Grâce à cette mobilité, j'ai énormément appris sur moi-même et j'ai également beaucoup progressé en allemand. J'ai osé la mobilité. Hi, my name is Katerina Rendel-Dominis, and what my mobility meant to me was finding myself and finding the profession that I love. So let's get moving.
Hi, I'm Rebecca from Zagreb and I'm a volunteer at Erasmus Student Network Croatia. I dare to be mobile to gain intercultural competence, friends from many different countries and more than just knowledge. So, let's get moving! Bonjour, je suis Gloria Lucas, je viens de La Réunion. La mobilité représente pour moi l'ouverture sur le monde et l'autonomie. J'ai choisi de partir à l'étranger car je suis une passionnée des voyages et j'ai toujours aimé partager ma culture. J'ai osé la mobilité. Salut, je suis Hilaria, assistante de langue italienne en France. Pour moi, mobilité représente un enrichissement personnel. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. J'ai décidé de partir à l'étranger pour me sentir citoyenne du monde. J'ai osé la mobilité. Je suis Aline, assistante de langue française à Vienne en Autriche. Je suis partie pour une expérience linguistique, personnelle et culturelle dans un pays germanophone. J'ai osé la mobilité. On a osé la mobilité! Hola, soy Cristina de Málaga. El año pasado me fui de Erasmus a Malta para... Bonjour, je m'appelle Cristina de Malaga. Je finis mon stage à Malaga et c'était une expérience inoubliable. Je suis très reconnaissante. Además, estoy muy contenta porque Europa se mueve. Bonjour, je m'appelle Kylian, je suis élève au collège Écolibère en Vendée. Pour moi, la mobilité Erasmus cette année sera en Pologne. Ce sera la première fois que je partirai à l'étranger. Cette option me permettra aussi d'apprendre de nouvelles choses sur l'Union européenne et de plus parler anglais. Let's get moving! Voilà, donc nous allons parler de la mobilité en entreprise, mobilité très importante. Cette séquence les concerne donc tout spécifiquement, c'est un sujet important. L'enseignement et la formation professionnelle constituent d'ailleurs le deuxième budget du programme Erasmus+, et on ne le sait pas assez. Donc maintenant, vous le savez, on se propose dans cette table ronde de voir comment cela se passe très concrètement. Nous retrouvons le triptyque de la mobilité en enseignement professionnel, le professeur, l'élève et l'entreprise. Le professeur, eh bien c'est vous, Patrick Tardy, vous enseignez au lycée polyvalent Claude Nougaro à Caussade, près de Toulouse, dans le sud de la France. Je ne fais pas avec l'accent, mais c'est tout comme. Vous coordonnez des projets européens depuis plus de 20 ans et vous venez de recevoir le prix de l'enseignement innovant Erasmus+, pour ce projet. L'élève, ravi de vous avoir, c'est vous, Jade Rabetrano. Vous êtes ancien élève de M. Tardy au lycée polyvalent Nougaro. Et l'entreprise, hola, bienvenidos a usted, Enrique Mastral, vous êtes directeur de Massi Ibérica, Iberembal en Espagne. Et puis bien sûr, il y a des décideurs politiques. En la personne, nous sommes en direct. Hi, welcome Simon Harris. Vous êtes ministre pour l'enseignement supérieur, l'enseignement et la formation professionnelle, la recherche, l'innovation et la science en Irlande. Foilche, thank you very much for being with us. Et bien sûr, Jean-Michel Blanquer. Nous allons commencer tout de suite par un exemple en vidéo qui nous vient de la région académique Normandie. Regardez. Alors la mobilité est très importante parce que nous avons des hôteliers donc, qui vont être amenés à, on l'espère, à voyager. Ce sont des élèves qui n'ont pas forcément l'habitude de sortir beaucoup de leur environnement proche. Donc ça va être pour eux l'occasion de découvrir d'autres façons de travailler, une autre culture, une autre langue. Je pars à Malte en stage un mois, un stage en cuisine. Et moi je pars en Allemagne. Je pars en Norvège. Ce qui m'a donné envie de partir, c'est la curiosité. L'envie d'apprendre. L'envie de voyager, de faire de nouvelles découvertes, de sortir un peu de la France et voyager dans l'Europe. Pour avoir une ouverture d'esprit et c'est enrichissant, quoi. C'est la première fois que je pars à l'étranger, donc j'ai peur de ne pas avoir mes marques, je ne vais pas avoir de repères. C'est vrai que je stresse beaucoup. J'appréhende un peu de partir, mais après, je me dis c'est l'aventure et puis de quoi je suis capable, quoi. Moi, je dirais, malgré les appréhensions et tout ça, qu'il faut foncer, qu'il faut y aller, parce que c'est une chance qu'on a que... il n'y a pas d'autres personnes non plus qui ont la chance d'aller à l'étranger, donc il faut prendre son courage à deux mains. Ouais, je le conseillerais parce que c'est un truc qu'on ne peut pas vivre tous les jours ou tout le monde ne peut pas avoir.
Puis ça nous amène plusieurs choses, la langue, tout ce qui est culturel, éducatif. Lance-toi, tout simplement. Ça peut être que bénéfique, ça nous apporte que du plus. Voilà quelques beaux exemples, vous êtes d'accord avec moi, sur la mobilité professionnelle. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Tardy. Dans la vidéo que nous venons de voir, le professeur, vous venez de l'entendre, évoque l'importance de cette mobilité pour les jeunes. Alors vous, je l'ai dit, vous venez de recevoir le prix de l'enseignement innovant pour le projet Eurolycée Pro. Est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement? Oui, alors le projet Eurolycée Pro, c'est un consortium de 5 établissements, dont 3 qui sont situés en zone rurale, 2 en zone urbaine à Toulouse. Et ce consortium a été créé pour donner de la visibilité à un ensemble d'établissements qui ont peu ou des difficultés d'avoir de la visibilité au niveau européen. Et le deuxième aspect, c'est qu'on avait la volonté d'unir des compétences pour être plus efficace, étant donné qu'avec l'expérience et les années passant, nous sommes confrontés à une demande de mobilité de plus en plus forte. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes un peu l'ambassadeur de ces mobilités. Pourquoi est-ce que vous les organisez? Et très concrètement, vous, qu'est-ce que ça apporte à un élève? Alors nous, la volonté du consortium, ça a été de mettre le focus sur les élèves qui ont le plus de difficultés. Alors des difficultés qui sont d'ordre différent. On a des élèves qui ne sont pas orientés dans des filières qu'ils auraient aimé suivre, donc des élèves qui sont orientés par défaut, des élèves qui ont des difficultés scolaires, des élèves qui sont parfois même en échec scolaire, avec des problématiques de motivation, d'absentéisme, parfois même de décrochage scolaire. Et donc, notre volonté, ça a été de nous intéresser prioritairement à ces élèves-là, dans la mesure où nous sommes convaincus qu'une mobilité, ça peut provoquer un choc salutaire, notamment dans la difficulté, le défi qui leur est posé, où là, ils ont besoin de s'affirmer, de s'adapter, de s'intégrer dans un contexte qu'ils ne connaissent pas, qui est pour eux un véritable défi, avec des conséquences qu'on espère et qu'on constate qui sont quand même très positives, comme ça a été très bien expliqué dans les vidéos. Parfait. Alors Jade, vous êtes vous-même parti en Autriche, vous ne parlez pas allemand, je parle kein Deutsch vorher. Qu'est-ce que cette mobilité vous a apporté sur le plan personnel? Et un peu, si vous pouvez nous dire, qu'est-ce qui vous a le plus surprise? Alors, je suis partie en Autriche, dont la langue est l'allemand, mais pour apprendre l'anglais. C'est un pays dans lequel les gens parlent très bien anglais, donc c'était vraiment enrichissant, et pour moi et pour les gens avec qui j'ai travaillé. Ce qui m'a le plus surprise, c'est vraiment la culture du respect. Là-bas, on ne verra jamais quelqu'un traverser en dehors des clous ou quand le feu est rouge. Et ça m'a vraiment apporté en termes de confiance en moi, bien que l'organisation ait été entièrement prise en charge par le lycée. J'ai vraiment acquis de l'expérience dans le travail, ainsi que du coup de la confiance en moi, grâce au fait que j'étais pas chez moi, je devais parler une langue étrangère. Et c'était très dur au début, mais ça s'est vraiment amélioré et je suis très heureuse d'avoir participé. Donc vous avez vraiment été mobile, vous avez appris de l'anglais en Autriche, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors, est-ce que vous reconnaissez dans les témoignages qu'on vient de voir, est-ce que vous avez senti les mêmes choses? Oui, j'ai pu voir quelques personnes qui avaient les mêmes ressentis que moi. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez stressé et ça m'a... Ça ne se voit pas du tout. Ah oui. Je suis quelqu'un d'assez stressé, mais le fait d'être partie m'a aidé à également apprendre à canaliser ce stress parce que j'avais pas le choix. Et si je peux leur donner un conseil, c'est vraiment, si vous avez l'opportunité, foncez, parce que c'est vraiment que bénéfique. Parfait, merci beaucoup. Nous allons parler espagnol maintenant. Je vais essayer. Señor Mastral, usted recibe... Monsieur Mastral, vous recevez des étudiants dans votre entreprise. Quelles sont les motivations pour les accueillir? Eh bien, avant de vous répondre, j'aimerais reconnaître que la société européenne, à travers le ministère de l'Éducation, les différents
lycées, comme le lycée polyvalent Claude Nougaro, font une tâche, un énorme effort pour proposer à la jeunesse une formation de qualité qui nous permet de garantir le futur. Et pour répondre à votre question, je vous dirais que la motivation de notre société pour accueillir les jeunesses est double. D'abord, nous considérons que nous avons une obligation morale, une responsabilité aussi sociale de rendre à la société l'effort fait par la société européenne. Comment à travers l'intégration de la jeunesse dans nos sociétés, c'est quelque chose qui est ancré dans la direction de notre groupe, de notre société, de notre actionnariat. C'est quelque chose de très important. Aussi, nous avons une motivation opérationnelle. Les sociétés ont besoin de personnel pour recruter et nous avons du personnel pour évoluer, pour nous développer et nous maintenir. La digitalisation, la numérisation, l'automatisation et les futurs, pour pouvoir faire face à ces genres de défis, nous devons monter et faire grandir le niveau professionnel de travailleurs. Et la formation en mobilité est la meilleure façon de le faire parce que les sociétés et le monde de l'entreprise nous permet de nous rapprocher au monde de l'éducation. Quel bénéfice peut apporter ce genre de programme aux jeunes et est-ce que vous pouvez partager votre avis par rapport à la confiance des étudiants, l'expérience de la mobilité, comment ils se sont rendus beaucoup plus confiants? Les jeunes arrivent avec une motivation impressionnante dans les centres de nos sociétés, avec une nouvelle façon de penser, des connaissances technologiques qui nous permettent de résoudre le problème quotidien. Mais la diversité est encore plus importante, beaucoup plus importante quand les collaborateurs voient des jeunes à peine la vingtaine qui ont aussi la mobilité, qui ont aussi à se déplacer et bouger à l'étranger. Nos collaborateurs ouvrent leur esprit aussi. Les sociétés qui avancent sont des sociétés qui sont ouvertes et c'est qu'Iyad nous partage par rapport à la confiance en elle-même. Je suis tout à fait d'accord avec elle. La jeunesse doit sortir de sa zone de confort, avoir une première expérience professionnelle dans un environnement étranger, une autre culture, une autre langue. La confiance augmente et ceci facilitera les tâches dans le futur. Alors, comment dire bonjour en gaélique? Simon Harris, voulez-vous nous dire quelques mots? Merci beaucoup. Je suis heureux d'être avec vous virtuellement. Avant de répondre à votre question, je voudrais remercier Monsieur Blanquer et toute son équipe d'avoir organisé cette réunion très intéressante sur un sujet important. Je voudrais aussi saisir cette occasion de dire qu'il y a 35 ans, un Français, Jacques Delors, et un Irlandais, Peter Sutherland, se sont rencontrés en tant que commissaires pour lancer le programme Erasmus. Donc l'Irlande et la France ont travailler à la fondation de ce programme de transformation. Et pour beaucoup d'étudiants irlandais, la France est la destination de choix. Et je crois que ceci montre le lien très fort entre les institutions françaises et irlandaises. La relation a été encore plus approfondie quand le président, M. Macron, est venu en Irlande en 2021 et j'ai pu en fait l'accueillir au Trinity College à Dublin. J'espère
que, Jean-Michel, nous pourrons nous retrouver très bientôt et signer une lettre d'intention pour promouvoir en fait les échanges d'étudiants en formation professionnelle et de personnel d'enseignement, parce que je pense que ceci sera très positif. Pour en revenir à votre question, je suis le ministre responsable en fait de l'enseignement supérieur et l'enseignement professionnel. Et je crois que la mobilité en fait du cadre du programme d'Erasmus est très intéressant pour les personnes en fait dans le secondaire et qui font des études, mais il faut aussi changer cette perception. L'année dernière, en fait, l'Agence nationale irlandaise pour la formation professionnelle a publié un rapport et cette étude s'appelait en fait «Ceci m'a donné envie d'apprendre plus». On a vu que 57% en fait des étudiants en mobilité avaient amélioré leurs compétences professionnelles personnelles et qu'ils étaient très à l'aise dans leur travail à l'étranger. Cette expérience les a aussi a permis d'améliorer leurs notes et les rendait plus attractifs et plus employables. L'étude mentionnait que ça les encourageait aussi de continuer leur enseignement supérieur. Donc, ceci est un point très positif. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui poussent les gens à penser que Erasmus est pour l'enseignement supérieur et parmi lesquels la valeur et le standing que la société irlandaise attache à l'enseignement professionnel. C'est une question, en fait, à laquelle j'essaye de m'attaquer en Irlande. En fait, pour la première fois cette année, des niveaux du secondaire vont pouvoir voir toute une série d'options, en fait, plutôt que d'avoir une approche en silo comme cela a été par le passé. Je voyage dans mon pays pour être sûr qu'il y a des options pour tous et même en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Aujourd'hui, en fait, on cherche à construire des installations pour les programmes de formation professionnelle. Donc, Erasmus a été un grand succès et je crois que maintenant, il va falloir mettre l'accent sur les occasions de formation professionnelle et en faire l'objet d'échanges au niveau européen. Un des éléments uniques dans le système d'enseignement irlandais, c'est ce que vous appelez le programme de l'année de transition. Est-ce que vous pouvez me parler de cette année de transition et pensez-vous que cela encourage les gens à explorer les occasions offertes par Erasmus? Eh bien, oui, notre année de transition fait partie du cycle secondaire, donc je peux vous mentionner quelques éléments clés. C'est optionnel pour les écoles et optionnel pour les étudiants, mais la plupart des étudiants, des élèves participent à ce programme. Le programme arrive tout de suite après l'examen d'État, donc équivalent du brevet, et offre aux élèves la possibilité de continuer à étudier dans un contexte différent. Alors, il y a en fait des programmes conçus pour cette année, mais les écoles développent aussi leurs programmes adaptés à leur contexte. Par exemple, il y a des programmes d'année de transition pour des élèves qui travaillent sur un projet, qui en fait montent une pièce, une comédie musicale, font du travail de bénévolat. Ça peut aussi être utilisé cette année pour apprendre une nouvelle langue ou voyager. Et je suis en fait étonnée il y a un commentaire d'une étudiante qui m'a frappée. Elle a dit que c'était en fait l'occasion, cette année de transition, c'était l'occasion d'un développement personnel. Elle a dit
en fait, qu'elle avait beaucoup appris sur elle-même et sur le monde. Et je crois qu'on peut dire la même chose du programme Erasmus. Il ne s'agit pas seulement de l'importance des programmes d'enseignement supérieur et professionnel, il s'agit aussi de la personne elle-même qui apprend plus sur elle-même, qui est dans un environnement différent, qui doit travailler, s'engager avec ses pairs, qui navigue dans une autre culture, d'autres pratiques et qui apprend des compétences transversales qui ne peuvent pas être enseignées à l'école. Donc, ceci est très important. Ceci étant dit, j'aimerais qu'il y ait plus d'étudiants de l'enseignement supérieur et professionnel qui utilisent cette expérience et cette année de transition pour poursuivre une mobilité Erasmus. En fait, nous accueillons 2 fois plus d'étudiants Erasmus de l'étranger que d'étudiants irlandais qui partent à l'étranger. Et moi, j'aimerais qu'il y ait un meilleur équilibre peut-être entre ces flux d'étudiants. Merci, merci. C'est une expérience très intéressante d'Irlande. Merci, Monsieur le ministre. L'enseignement et la formation professionnelle sont un peu à l'avant-garde que nous devons imaginer un Harvard du pro. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, on comprend très bien au travers de tout ce que l'on a entendu, ce qu'a dit Patrick Tardy tout à l'heure, ce que l'on vient d'entendre de mon collègue Simon Harris à l'instant, que l'enseignement professionnel bénéficie très fortement de la mobilité. Alors quand j'ai dit Harvard du pro, j'aurais dû dire Sorbonne du pro d'ailleurs. C'était pour signifier la nécessité d'un prestige et d'un prestige concret de l'enseignement professionnel quant à sa dimension internationale, mais aussi quant à toutes ses caractéristiques, c'est-à-dire la possibilité d'avoir sur un même lieu des équipements sportifs, des incubateurs d'entreprises, des laboratoires, de l'enseignement professionnel, des éléments d'enseignement supérieur, etc. Autrement dit, un endroit qui fait envie et un endroit très ouvert à l'international. C'est pourquoi nous avons créé en France ce qu'on appelle les campus des métiers et des qualifications. Ce sont ça, les Harvard du Pro. Il y en a 80 en France aujourd'hui. Et chacun correspond à une thématique. Par exemple, les énergies renouvelables, par exemple, l'automobile électrique, etc. Et c'est souvent près d'un pôle industriel. Et à chaque fois, ce que nous voulons, c'est une dimension européenne très forte, et parfois une dimension internationale en plus. Nous l'avons fait souvent sur une base bilatérale, par exemple des campus franco-allemands, des campus franco-italiens, franco-espagnols, bientôt franco-irlandais, comme Simon vient de le dire, et c'est une très bonne chose, et avec d'autres pays. Et puis, ça peut être bilatéral, ça peut être multilatéral. C'est ça que nous pouvons désormais développer. Et pour encourager ça, nous avons créé pour les lycées professionnels ce qu'on appelle une unité facultative de mobilité européenne. C'est-à-dire le fait que lorsqu'on est un lycéen professionnel et qu'on va dans un autre lycée d'un autre pays d'Europe, eh bien, on a une note, on a une évaluation qui compte dans le diplôme que l'on aura à la fin. Et cette évaluation, elle est faite par le partenaire étranger. On a déjà 9000 lycéens professionnels français qui ont bénéficié de cette innovation. Et donc, c'est très important parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut imaginer développer. Et donc, une fois de plus, l'enseignement professionnel peut être à la pointe d'une innovation. Et donc, c'est très important. Et donc, j'espère que dans les temps à venir, on aura des campus des métiers européens un peu partout, jumelés entre eux. Ce sera au service de chaque élève. Un petit mot sur les reconnaissances qui existent en France dans l'enseignement professionnel. Il y a évidemment des reconnaissances au travers de cette unité-là. Et puis, on fait un travail pour que, domaine par domaine, on puisse avoir un peu les mêmes références, puisque dans le domaine professionnel, il y a des qualifications communes. Donc ça oblige aussi les milieux professionnels des différents pays européens à s'entendre sur cela, que ce soit pour l'apprentissage ou pour l'enseignement professionnel. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Thank you very much indeed, Minister. Gracias a usted. Vielen Dank auch. Merci beaucoup. Nous allons maintenant parler d'une mobilité plus inclusive et plus solidaire. Nous allons aborder ça avec l'histoire d'Antonio Vikovic, qui est un jeune Croate en mobilité en Lettonie, dans le cadre d'un projet Erasmus+, rassemblant 17 pays et 50 jeunes. Écoutez son témoignage.
Ja sam osoba sa oštećenim vidom, ali to me nije spriječilo da se na kraju prijavim na program Erasmus. Donc je souffre d'une incapacité visuelle et on m'a proposé un programme Erasmus. Oui, en 2013, j'ai reçu un email me proposant cela. Alors je me suis dit, oh là là, est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que on m'a dit? Mais si, vas-y, tu seras avec d'autres. Alors j'ai eu un moment de panique au début. Je me suis dit, je connais personne, je ne sais même pas où je vais aller. Et je ne connais pas vraiment Riga et je ne sais pas ce qui va se passer. Et bon, il y a beaucoup de gens qui auront ce problème de vue comme moi. À quoi ça va ressembler? Mais beaucoup de choses se sont passées. Et bon, je ne peux pas tout me rappeler de tout, mais je dois dire que finalement, c'était vraiment fantastique. Alors, s'il n'y avait pas eu Erasmus, j'aurais sans doute jamais fait cette expérience. J'étais avec plein d'amis, j'ai développé des compétences sociales, des compétences en informatique. Tout ça, j'ai acquis pendant ce séjour. Et en fait, j'encourage d'autres à profiter de ce programme parce que vraiment, je ne regrette rien. Voilà un très bel exemple que nous venons de voir qui montre que la mobilité est vraiment une opportunité qui doit être à la disposition pour tous, même ceux qui pensent peut-être qu'elle n'est pas faite pour eux. Nous venons de le voir. Mais pour nous parler de cette mobilité plus inclusive et plus solidaire, nous allons garder, je crois, Simon Harris, qui est toujours avec nous, je le vois. Thank you very much for still being with us. Et à distance, toujours, la commissaire européenne, Maria Gabriel, chargée de l'innovation, la recherche, la culture, l'éducation et la jeunesse. Et nous allons également voir dans quelques instants, sous forme vidéo, Sabine Verheyen, qui est députée européenne, présidente de la Commission de la culture et de l'éducation, qui est en session parlementaire à Strasbourg, mais qui nous a adressé une vidéo. Et enfin, à mes côtés, j'ai l'honneur d'avoir avec nous la secrétaire d'État française chargée de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El Haïry, ainsi que Nazebaya Amoudi Malainin. Vous êtes jeune volontaire espagnol, hola, bienvenida, du corps européen de solidarité en mission en France. Nous allons vous écouter dans quelques instants, mais pour le moment, nous switchons à nouveau en anglais. I'm going back to Simon Harris, Minister. Donc, Simon Harris, l'Irlande est bien connue pour son système inclusif, surtout pour l'intégration de jeunes en situation de handicap. Alors, sur la base de ce qu'on a entendu, comment voyez-vous en fait cette question de l'inclusion et des mobilités dans le cadre du programme Erasmus? Eh bien, oui, toute l'Union européenne est très tournée vers cette pratique inclusive dès les premières années d'éducation jusqu'à l'enseignement secondaire et au-delà. Et on veut absolument promouvoir cette inclusion dans toutes nos politiques. On veut que toutes les personnes, tous les étudiants puissent en fait se développer. Je voudrais partager quelques exemples avec vous. Par exemple, nous avons en fait un programme, un fonds pour soutenir des élèves en situation de handicap de tout genre, des handicaps sensoriels, physiques, des difficultés à apprendre, dyslexie. Et l'année dernière, nous avons pu fournir en fait un financement pour 23 institutions d'éducation supérieure et pour leur permettre en fait d'avoir un personnel qui pouvait aider ces jeunes à se développer. Il y a différents projets pour les étudiants atteints d'autisme, par exemple, qui comprend l'établissement d'une pièce plus accueillante pour des personnes souffrant d'autisme. Il y a aussi des technologies d'assistance
assistances qui sont financées pour aider les personnes qui ont un handicap visuel ou qui sont sourds, et on peut ainsi leur fournir une assistance spécialisée. En 2019, en fait, 12% des nouveaux entrants dans l'établissement d'enseignement en fait, avaient des besoins spécifiques en apprentissage. Et l'autorité de l'enseignement supérieur ainsi que l'agence en fait nationale pour Erasmus a aussi mis en place un financement pour soutenir l'intégration de ces étudiants dans les mobilités d'Erasmus. Et en fait, il y en a 11% qui ont pu bénéficier de ces mobilités. Alors, cette inclusion, c'est prioritaire pour l'Irlande. En fait, nous faisons tout pour que l'enseignement supérieur et professionnel, en fait, puisse accueillir tout le monde, quelle que soit la situation socio-économique, leur ethnie, leur localisation géographique, leur handicap. Alors, dans mon département, on travaille pour développer un plan d'accès pour toutes ces personnes. Nous espérons avoir en fait une amélioration de la situation d'inclusion. Et on mettra l'accent sur des mesures pour les groupes sous-représentés. Et quand je regarde les expériences de transformation des étudiants et quand je pense à ce programme, je pense encore à Jacques Delors et Peter Sunderland qui s'émerveilleraient du degré de crédibilité et d'innovation qui viennent en fait renforcer leur vision première. Et en fait, il faut absolument continuer d'honorer cette vision et de s'assurer qu'on est aussi inclusif que possible. Vous êtes aussi responsable, en fait, du programme Erasmus. Mais du point de vue de l'Irlande, quel serait le message que vous auriez à partager avec nous sur ce programme Erasmus+. Je suis contente de voir Maria Gabriel, mon amie. J'espère qu'on vous verra en Irlande pour... nous avons beaucoup de choses à vous montrer là-bas. En fait, nous avons 28 milliards d'euros pour ce nouveau programme Erasmus+, pour 2021-2027. Et les thèmes d'inclusivité sont très présents. Donc, je voudrais en fait vous assurer en fait la commissaire Gabriel que nous ferons tout pour réaliser les ambitions, les objectifs ambitieux en fait chez nous. Et si je peux lancer un appel qui requiert une attention spécifique, il faut s'assurer que lorsque les mobilités sont facilitées et surtout quand il s'agit d'élèves avec des besoins additionnels, il est crucial que les organisations d'accueil puissent accéder à des ressources pour soutenir la mobilité de ces étudiants. Merci beaucoup. Effectivement, le ministre irlandais nous dire toute l'importance de l'inclusion dans son pays. Au niveau européen, si vous qui pilotez le programme Erasmus+, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ceux qui pensent peut-être que ce programme n'est pas fait pour eux? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci Alex pour cette question. C'est un véritable plaisir de retrouver le ministre Harris. Cher Simon, c'est toujours un plaisir de participer ensemble à des événements dans lesquels nous sommes unis par des causes qui sont nobles, comme c'est l'éducation et notre jeunesse. C'est aussi un plaisir de retrouver Madame la secrétaire d'État, chère Sarah. Je pense que nous avons encore beaucoup de travail, mais ce qui nous réunit, c'est l'énergie qu'on y met et surtout que, encore une fois, voici l'exemple de cette conférence. On travaille de manière concrète. Donc, je voudrais dire un message très simple à tous ceux qui
n'ont pas peut-être encore su quelles sont les nouvelles possibilités que le nouveau programme Erasmus+ donne à eux. Tout d'abord, le ministre Harris l'a dit, ce n'est pas un hasard que nous avons réussi à doubler le budget, 28 milliards d'euros en comparaison avec les 14 milliards. Pour moi, cela veut dire 2 fois plus d'opportunités. Si depuis la création du programme, nous avons donné une possibilité à 10 millions de citoyens européens d'avoir l'expérience Erasmus+, mais oui, maintenant, on change de vitesse, on a les moyens pour avoir le double. Donc aujourd'hui, pour moi, l'accent doit être mis sur les nouveautés du nouveau programme Erasmus+, et c'est quelque chose aussi que le ministre Harris a dit. Permettez-moi juste d'insister en une phrase sur le symbole que représente le programme Erasmus+, parce que les enquêtes Eurobaromètre montrent que les Européens considèrent Erasmus+, comme l'un des 3 résultats les plus positifs de l'intégration européenne, juste après la libre circulation et la paix entre les États membres. Donc aujourd'hui, nous avons un programme qui montre une capacité d'évolution justement pour envoyer un message à tous ceux qui n'ont pas encore participé ou qui se disent que peut-être ils n'ont pas beaucoup de chance. Non, la chose la plus importante en premier, c'est que notre programme est plus inclusif et ce, à plusieurs niveaux. À tout âge et toute étape de notre vie, il est maintenant possible de bénéficier des avantages offerts par Erasmus+. C'est quelque chose qui est pour nous extrêmement important et on continuera évidemment à travailler avec les organisations pour populariser ces opportunités d'accès à ce programme afin d'élargir leur taux de participation. Deuxièmement, le programme est aussi plus numérique dans son fonctionnement, mais aussi dans ses objectifs d'enseignement. Et c'est une évidence qui a été renforcée par la pandémie. N'oublions pas que ces outils numériques peuvent aussi nous permettre d'atteindre des personnes qui n'ont pas eu la possibilité de le faire jusqu'ici. La troisième chose, nous voulons avoir plus de personnes qui s'engagent dans la lutte contre le changement climatique. Le nouveau programme est beaucoup plus vert. Erasmus+ offre à ce moment des incitations financières aux participants pour qu'ils puissent utiliser des moyens de transport, par exemple, durables comme le train. N'oublions pas l'initiative Discover EU, où nos jeunes de 18 ans peuvent recevoir des billets de train pour explorer l'Europe. Il y a à peine 2 semaines, nous avons commencé l'année en distribuant 60 000. Voici de nouveau pour moi 60 000 jeunes qui vont pouvoir profiter de cette expérience. Et enfin, je voudrais le dire aussi, le programme, il contribue à nos valeurs communes, à la participation démocratique. Et ça, c'est quelque chose que nous voulons renforcer. C'est pour cela que nous avons un nouveau type d'activité, de mobilité pour les jeunes, les activités de participation des jeunes. Et ces activités, évidemment, vont compléter les échanges des jeunes auxquels plus de 900 000 jeunes européens ont déjà participé au cours du précédent programme Erasmus+. Donc, mon message est très simple. Le programme Erasmus, il est accessible à tous. Il y a des nouveautés. Le défi est de continuer à les populariser, mais chacun puisse avoir vraiment une opportunité ici de réaliser son idée, son projet, et ainsi se donner des chances de réussir encore plus et dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Message bien reçu ici à la Sorbonne, en tout cas. Nous venons de parler d'Erasmus+. Alors, Nazé Bailly, c'est un programme que vous connaissez très bien. Vous en avez bénéficié à plusieurs reprises, je crois. Mais aujourd'hui, vous venez témoigner au titre d'un autre programme européen, chapeauté également par la commissaire Gabriel, le Corps européen de solidarité pour lequel vous êtes en mission en France. Alors le Corps européen de solidarité, je rappelle pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un programme qui permet une expérience de mobilité et d'engagement citoyen dans toute l'Europe pour les jeunes de 18 à 30 ans sous des missions très variées, réfugiés, santé, environnement. Alors, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer la mission? ¿Cuál es su misión en Francia, por favor, en pocas palabras? Notre mission en France. Alors, je suis en train de réaliser une mission à la Fédération régionale de la Maison des Jeunes et de la Culture en Île-de-France. La Maison des Jeunes et de la Culture est une association qui est reconnue au sein du mouvement de l'éducation populaire. Son objectif est le développement et l'émancipation, aussi bien au niveau individuel que collectif, pour toutes les personnes.
Et dans ce contexte, mes deux missions principales au sein de la fédération ont été en premier lieu l'animation de formation, de journées de formation et des rencontres pour les bénévoles français qui réalisent leur service civique dans les différentes associations du réseau de la fédération. Une autre de mes missions consiste à diffuser 2 expositions d'enseignement en matière de lutte contre les discours de haine et la xénophobie sur les réseaux sociaux et pour lutter contre la désinformation et les fake news. Donc, je m'occupe précisément d'organiser des activités autour de ces sujets dans des établissements et des associations pour promouvoir la mobilité internationale. Qu'avez-vous appris, donc, pendant cette expérience d'engagement civique et de solidarité? Et quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à la personne que vous étiez quand vous êtes parti? Alors, sans aucun doute, sans hésitation, je dirais que grâce à ce bénévolat, j'ai l'impression de mieux me connaître. Je me découvre des ressources et c'est vraiment un bon point de départ pour savoir comment on veut évoluer, comment être une meilleure personne, comment s'améliorer et améliorer la vie des autres. Et ce bénévolat au sein de la Maison des jeunes et de la culture m'a permis de découvrir que j'aimais travailler dans le domaine de l'animation socio-culturelle. Et j'ai apprécié cette inclinaison que j'avais, cette appétence. Et j'aimerais justement orienter ma vie professionnelle dans cette direction. Et par rapport aux conseils que je me donnerais à moi-même, à la personne que j'étais avant de partir et de faire ce volontariat, ce bénévolat, eh bien, je me dirais, sache que pour toute mission de bénévolat, tu seras accompagné par la structure, tu seras bien accueilli, tu vas recevoir énormément d'aide, d'appui, et tu ne dois pas avoir peur de l'inconnu. Il faut garder l'esprit ouvert et accueillir cette expérience avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'envie d'apprendre et de travailler. Il faut donner le maximum et sans aucun doute, c'est une expérience formidable. Et j'aimerais exprimer ici le fait que participer à une expérience de bénévolat dans le domaine de la solidarité est quelque chose que je recommanderais à tous les jeunes. Vous ne regretterez pas cette expérience. Et vraiment, tout le monde doit oser participer, oser se lancer. Ça participe à la construction d'une meilleure société. Merci beaucoup. Donc, de se rendre utile. Comment est-ce que les jeunes peuvent avoir une action solidaire à la fois dans leur pays et aussi à l'international? Aujourd'hui, cette soif, elle est réelle, elle dégage, je crois, un espoir également pour l'Europe, parce que c'est une jeunesse qui est profondément engagée. Pour qu'elle soit la plus solidaire, la plus inclusive, et je crois qu'on le voit dans le témoignage, dans l'énergie qui a été dégagée dans ce témoignage, eh bien, il faut permettre plusieurs formes de mobilité, plusieurs formes d'engagement, pour que chacun, finalement, trouve au plus profond de lui le plus sincère investissement. Si on est engagé pour la planète, pour le climat, eh bien, il faut des associations qui puissent accueillir ces jeunes volontaires, soit en volontariat européen, soit en service civique européen, soit en Erasmus+, quelle que soit en réalité la forme, le plus important, et je crois que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, et c'est ce que dit la commissaire Maria Gabriel, en réalité, c'est moins le nom du dispositif que finalement l'objectif, celui de partager une appartenance commune, une destinée commune. Et pour ça, il faut se sentir utile. Donc, plus d'accompagnement pour ceux qui en ont le plus besoin, que ce soit en termes d'apprentissage des langues, d'adaptation des mobilités, en fonction des handicaps. Aller chercher aussi les jeunes les plus loin. Ceux qui n'ont pas l'habitude peut-être d'être dans l'enseignement supérieur ou qui n'ont pas l'habitude de ces dispositifs, de ces programmes qui vont être plus simples si on a un bureau ou un département des services internationaux dans une université ou dans une école, peut-être un peu difficile quand on est un jeune d'un territoire rural ou d'un territoire périurbain ou si on est en apprentissage. Et je sais que la mobilisation du ministre Jean-Michel Blanquer et de Maria Gabriel sont telles que chaque jeune, et ça sera notre objectif, puisse trouver sa mobilité, son engagement et finalement apprendre à se connaître un peu plus lui-même.
Alors, vous venez d'en parler, et je sais aussi que le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué sa volonté de créer ce service civique européen. En quoi ces expériences d'engagement, est-ce qu'elles contribuent à la construction et au renforcement de la notion de citoyenneté européenne? La citoyenneté, c'est un équilibre entre des devoirs et des droits. C'est fondamentalement ça. Et construire une citoyenneté, c'est avoir des étapes et des moments clés. C'est nourrir un sentiment d'appartenance à une destinée commune, maîtriser des repères historiques et finalement, dans le fond, rencontrer des jeunes et des moins jeunes un peu différents de soi, mais qui partagent un socle de valeurs. Et la commissaire Marie-Gabrielle l'a rappelé. Pourquoi nous faisons tout ça? Parce que l'Europe a des valeurs communes. Et c'est bien ces valeurs démocratiques, d'état de droit, des valeurs qui sont fondamentalement progressistes en réalité, qui doivent être défendues. Comment le projet, l'esprit du service civique européen, c'est d'abord et avant tout une sorte de forme d'engagement, de mobilité de 6 mois pour les moins de 25 ans, qui pourra s'appuyer bien sûr, soit sur des programmes qui existent déjà. Vous savez, en France, nous avons le service civique, nous avons le service national universel, nous avons le volontariat international en entreprise, le volontariat international en administration, évidemment le corps européen de solidarité et tellement d'autres mobilités possibles. Le service civique européen, et c'est ce que nous faisons avec la commissaire, devra s'appuyer soit sur des projets, des programmes qui sont existants. Aujourd'hui, 9 États de l'Union ont déjà un service civique ou quelque chose qui y ressemble dans le fond. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce que nous faisons de mieux, le volontariat européen, qui a un budget, et finalement de permettre à chaque jeune Européen, quel que soit en réalité son État, quelle que soit sa situation scolaire, quel que soit finalement son parcours professionnel, de vivre un moment d'engagement et de se sentir utile dans ce grand peuple européen qui a, n'oublions pas, qui avait comme objectif premier, d'abord et avant tout, de garantir la paix. Et finalement, ça ne se construit que si on se connaît, si on se rencontre, si on fait finalement vivre cette génération Erasmus dont je crois nous sommes particulièrement des illustrations aujourd'hui. Merci beaucoup, merci de ces propos. Alors, dans quelques instants, nous allons trouver la députée européenne Sabine Verheyen. Je voudrais juste d'abord citer un extrait du rapport sur l'année européenne de la jeunesse dont elle était la rapporteure. Je cite, « La stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027 reconnaît que les jeunes sont les architectes de leur propre existence et qu'ils contribuent à une évolution positive de la société et qui nourrissent les ambitions de l'Union européenne et que la politique de la jeunesse peut contribuer à créer un espace au sein duquel les jeunes peuvent saisir les occasions qui se présentent et promouvoir les valeurs européennes dont vous venez de parler. Nous allons retrouver sous forme vidéo donc la députée européenne Sabine Verheyen, qui est présidente de la Commission de la culture et de l'éducation et qui va nous parler de l'année européenne de la jeunesse. On l'écoute. Ladies and gentlemen, I'm really grateful for this opportunity to address you today. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de pouvoir vous adresser la parole aujourd'hui, même de façon virtuelle. Je suis ravie que la présidence française, dans le cadre de l'année européenne pour la jeunesse, va en fait faire en sorte que cela fasse partie des programmes d'échange de jeunes. Vous savez que aller à l'étranger fait partie des possibilités qui offrent aux jeunes la découverte de nouvelles langues, une compréhension mutuelle. Et vous savez qu'au cours de la dernière année, le Parlement européen a amélioré encore le programme Erasmus en doublant le budget à 28 milliards pour en fait assurer la période 2021 à 2027. Le budget offre un soutien supplémentaire à encore plus d'Européens ayant des opportunités limitées sans tenir compte de leur milieu socio-économique, leurs conditions physiques, mentales ou leur santé. En plus, l'Erasmus+ se concentre en fait sur une portée plus
importantes. C'est-à-dire que nous voulons en fait cibler les conseils et assistances donnés aux jeunes Européens qui souhaitent participer à ce processus de mobilité européen plus facilement, et cela afin de simplifier les procédures administratives. Aujourd'hui, en fait, nous voulons pouvoir toucher des organisations de jeunes, des jeunes militants, des groupes d'intérêt et les jeunes en situation de handicap, la jeunesse rurale, les personnes marginalisées, les minorités et autres groupes vulnérables. La décision proclamant l'année 2022 comme l'année européenne de la jeunesse cherche à considérer les besoins des jeunes dans la politique actuelle et future. Nous voulons honorer la jeune génération qui a été lourdement impactée par la pandémie, mais qui s'est montrée résiliente et courageuse. Afin de soutenir les jeunes, nous devons les inclure dans la discussion de toutes les politiques pertinentes. Nous devons coopérer avec eux dans le domaine vert, dans la transition numérique, là où la jeune génération joue un rôle actif, en leur donnant une plateforme de participation active. Nous allons faire de ce projet européen un projet réel de débat et d'échange entre égaux. En conséquence, on arrivera à avoir en fait des jeunes citoyens européens plus engagés. Je suis convaincue que l'année européenne de la jeunesse rendra cela possible. Je me réjouis déjà de travailler avec vous pour cela. Sabine Verheyen for that video message. Let's go back into French. Nous passons maintenant à la troisième table ronde de notre conférence qui s'intitule « Une mobilité mieux reconnue ». Partir en mobilité, c'est évidemment très bien, mais lorsqu'elle peut être valorisée, les compétences acquises reconnues dans son parcours, c'est encore mieux, nous allons parler. Et comme pour les deux autres séquences, nous allons commencer par une vidéo. Ici, c'est une bonne pratique que je vous laisse découvrir pour identifier les compétences transversales acquises pendant un séjour à l'étranger. Il s'agit d'un outil qui s'appelle Acquis App, vous allez voir, créé par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, en partenariat notamment avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse et Erasmus Plus Jeunesse. Donc je vous invite à regarder les bonnes pratiques en ligne sur le site de la conférence dans le village de la mobilité, celle des États membres et celle des organismes accompagnateurs de la mobilité. Alors d'autres attestations de reconnaissance comme Europass et YouthPass sont aussi présentes. Donc tout de suite, découvrons cette appli. Acquis, c'est simple, gratuit, c'est rapide, valorisant. Moi, c'est Manon et je fais actuellement ma thèse à l'université de Landau en Allemagne. Je m'appelle Max, je suis d'origine allemande et je fais actuellement un stage à Paris dans une agence de traduction et de marketing. En 3 mots, pour moi, c'est outils, soutien et potentialité. Identifier, prendre conscience et valoriser. Je suis allée sur le site internet sur lequel l'inscription est gratuite et j'ai fait l'auto-évaluation. Ensuite, j'ai reçu un bilan personnalisé qui fait le point sur mes compétences transversales. Ça m'a permis de prendre conscience de mes compétences transversales. J'ai pu connaître mes forces et mes faiblesses. Par exemple, la confiance en soi. Un autre exemple, ce serait le sens de responsabilité. Et je suis curieux de le refaire à la fin de mon stage pour voir mon évolution. Acquis App m'a permis de mettre des mots sur des ressentis, sur des expériences vécues. Acquis App m'a aussi permis de prendre conscience que ces ressentis étaient en fait des compétences transversales. Renseignez-vous.
Voilà, une mobilité mieux reconnue. Vous avez vu cette appli. Nous avons la chance dans cette séquence de réunir 4 lycéens et lycéennes. Bonjour. Alors, nous avons 2 jeunes Suédois, Mané Lunden Miranda, j'espère que je prononce bien, actuellement en classe de terminale. Et vous, Samantha Lindblad, vous êtes en classe de première et vous êtes venu passer toute une année scolaire here in France. Donc, bienvenue. Nous recevons également un binôme franco-allemand avec Louise Le Masson et Johanna Raschke. Herzlich willkommen. Vous êtes tous deux en classe de seconde et vous passez chacun 6 mois dans la famille et dans l'établissement l'une de l'autre. Sont également présents, nous sommes ravis de vous avoir à leur côté, les ministres de l'Éducation du trio de la présidence européenne. Ce sont eux qui prendront le relais de la France dans les prochains mois à la tête du Conseil de l'Union européenne. À distance, we're delighted to have with us the Swedish Minister for Schools. La ministre suédoise de l'Éducation, Lina Axelsson Kihlblom, le vice-ministre de l'Éducation de la République tchèque, et des fonds structurels d'investissement, Václav Velčovský. Thank you very much for being with us et toujours avec nous ici à la Sorbonne. Donc, merci d'être là. Le ministre français de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer. Vous allez nous donner votre avis sur la meilleure façon de reconnaître les acquis de la mobilité, de faire en sorte que toutes ces expériences dont nous parlons aujourd'hui de la mobilité dans notre merveilleux continent deviennent une évidence pour tous. Alors, je vais tout d'abord commencer avec Louise et Johanna. Vous participez toutes les deux au programme Voltaire de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Alors, Louise, vous avez passé, je crois, 6 mois lorsque vous étiez en 3e en Basse-Saxe en Allemagne, dans le gymnasium de Johanna. Et maintenant, Johanna est en France avec vous en classe de seconde jusqu'en mars dans votre lycée. C'est bien ça, j'ai tout compris. Alors, Johanna, vous écrivez dans votre CV que la participation à ce programme est la meilleure décision que vous avez jamais prise de votre vie. Vous, Louise, vous dites que vous avez vécu la meilleure expérience de votre vie. Alors, on veut avoir vos témoignages. Donc, c'était très important pour vous. On va commencer avec vous, Johanna. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce programme? Et c'est quand même un sacré pas à franchir à l'âge de 16 ans, le 7 janvier, et pour Louise, 15 ans, le 4 décembre, de partir 6 mois dans un autre pays. Comment vous avez fait? Alors, j'ai participé au programme Voltaire malgré le Covid, parce qu'on ne sait pas quand que ça sera fini. Et il y a le Covid partout dans le monde. Et donc, ce n'était pas un obstacle pour moi. Et maintenant, je suis ici depuis 5 mois. Et le fait que le Covid ça ne change pas grand-chose. En Allemagne, le Covid est là aussi. Et même s'il y a le Covid, je me suis dit que l'expérience que l'on va vivre sera toute de même incroyable. Et j'étais sûre au fond de moi que ça se fera et que ça se passerait bien. Et l'arrivée de Louise en février était plutôt compliquée avec toutes les restrictions, mais au final, ça s'est bien passé avec le homeschooling et tout ça. Et puis, à mon arrivée ici, il n'y avait pas beaucoup de Covid à Paris. Et les profs ont aussi été très gentils, donc tout s'est bien passé. Sie haben das sehr gut gemacht. Danke. OK, Louise, vous êtes de retour en France depuis août 2021. Quel impact cette mobilité est-ce qu'elle a eu sur votre scolarité? Du coup, quand je suis partie en Allemagne, je suis partie 6 mois. J'avais pas vraiment peur de partir et en rentrant, je me suis sentie beaucoup plus responsable parce que du coup, j'étais plus dans mon confort habituel chez moi, etc. J'ai aussi eu beaucoup de temps pour
me reposer, penser à moi, penser à tout ce qui se passe. Et du coup, j'ai vraiment pris beaucoup plus confiance en moi, etc. Et puis, le fait d'apprendre une nouvelle langue et de devoir parler aux gens, ça m'a rendue aussi beaucoup plus à l'aise à l'oral. Et je pense qu'il y a un an, si on m'avait proposé de faire ça, je ne l'aurais pas fait avec autant d'assurance, en tout cas. Et ça a vraiment été très, très enrichissant et très important. J'ai aussi, du coup, appris la langue. Et ça m'a permis de rentrer, du coup, en lycée international, etc. Parce que de base, je ne maîtrisais pas du tout l'allemand. Et c'était très, très important pour moi. J'ai découvert une nouvelle culture. J'ai rencontré plein de personnes formidables. Et tout s'est vraiment très, très bien passé. J'en suis très reconnaissante, d'ailleurs. Et voilà, c'était vraiment très, très enrichissant. Et voilà. Je retiens cette notion de prendre confiance en soi, le fait de parler dans une autre langue, il faut sauter le pas, mais après, ça donne beaucoup de confiance. J'ai cru comprendre que vous conseilleriez, et vous voyez que je n'arrive pas à parler d'une autre langue que la mienne, le programme aux autres élèves. Quel conseil est-ce que vous leur donnez et qu'est-ce que vous direz aux autres qui hésitent peut-être un peu à franchir le pas? Foncez. Franchement, on n'a rien à y perdre. Parfois, ça peut mal se passer, mais on trouvera forcément des amis là-bas, etc. Si on est motivé, ça se passera forcément bien. On en retirera forcément une bonne expérience, je pense. Et c'était vraiment incroyable de mon côté. Donc, franchement, je ne peux que motiver les gens. C'était vraiment très, très important et c'était vraiment génial. Quelques conseils? Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui songent peut-être à faire ce pas de la mobilité? Alors, je peux recommander le programme Voltaire absolument. C'est une vraiment bonne expérience et pour apprendre le français et pour habiter en France. Et c'est vraiment intéressant de vivre dans un pays inconnu avec une langue inconnue. Et c'est aussi très bien pour faire des nouvelles rencontres et découvrir de nouvelles choses. Et je recommanderais cette expérience à tout le monde. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Maintenant, on se retourne vers vous. Mané et Samantha, vous êtes tous les deux en France grâce au programme franco-suédois 1 an en France. Et vos deux établissements français ont des partenariats scolaires avec la Suède, si j'ai bien compris. Alors vous, Mané Miranda, j'ai vu dans votre CV que vous parlez 4 langues et que vous êtes gardien de foot depuis 12 ans, c'est ça ? Félicitations. Samantha, you wrote in your pen portrait that you would like to come back to France. Samantha, vous écrivez sur vous-même que vous aimeriez en fait revenir en France pour étudier en enseignement supérieur. Comment est-ce que vous avez été accueilli en France, au sein de votre famille d'accueil, de votre établissement et en manière générale au sein de la vie locale? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, j'ai venu en France en août. J'étais bien reçu avec ma famille d'accueil. Ils sont bienvenus avec des bras ouverts et je me sentais très heureux quand j'étais avec eux et je suis avec eux. Et avec le code, c'était un peu plus dur parce que je ne connais personne quand j'étais là-bas. Mais ça m'a obligé d'être très social et très ouverte pour les gens que je ne connais pas. Et ça m'a aidé de trouver de nouveaux amis. Donc maintenant, j'ai plein de nouveaux amis et ça fait du bien aussi parce que ça fait m'entrer dans la société française plus facilement quand j'ai beaucoup de nouveaux amis. Et les professeurs ont m'aidé beaucoup avec le français, avec le grammaire et tout ça. Et aussi prendre la culture française scolaire parce que c'est un peu différent, la culture scolaire française et suédois. Et avec le foot, je joue aussi au foot. Et là, c'est une façon d'entrer dans la société aussi, quand on fait quelque chose hors l'école. On rencontre des gens qu'on peut-être ne connaît pas. Et ça fait entrer plus facilement dans la société française. OK, perfect. Le sport, il n'y a rien de tel pour souder les peuples. Samantha, can you tell us what does this experience bring to you personally? Et Samantha, cette expérience, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Eh bien, en Suède, nous sommes très libres et ça a des aspects très positifs, mais aussi négatifs. Quand on vient en France, en fait, j'ai appris une différente façon de travailler et cela me servirait chez moi.
Et ces derniers mois, j'ai développé ma confiance en moi-même, j'ai appris sur moi aussi et ce qui est très important aussi, j'ai amélioré mon français. C'était quand même l'objectif, de ma venue en France et j'ai rencontré de nouvelles personnes et ça, j'ai maintenant beaucoup d'amis, tous les professeurs et la famille aussi qui m'a accueillie. C'est une deuxième famille et je leur suis très reconnaissante. Cette expérience a vraiment changé ma vie et ça m'a donné envie peut-être de revenir en France pour poursuivre mes études très bientôt et être ici aujourd'hui, c'est une merveilleuse occasion, et une expérience unique. Et quels conseils est-ce que vous donneriez tous les 2 à ceux qui hésitent encore peut-être à franchir le pas? Et ben moi, mon conseil pour ceux qui hésitent à traverser ces frontières européennes, ça va être une vraie aventure, découvrir un nouveau pays, apprendre une nouvelle culture, rencontrer de nouvelles personnes que vous n'auriez jamais vues si vous étiez resté chez vous et ça, c'est quand même, heu heu très intéressant d'apprendre ces nouvelles cultures et vous? Eh bien, moi, je dirais qu'être ici, c'est une expérience qu'on n'oubliera jamais. Bien sûr, il y a des défis, la langue et beaucoup d'autres choses. Moi, mon conseil serait: soyez vous-même, soyez ouverts à la rencontre avec d'autres et voilà. Alors, mobilité et confiance en soi. Maintenant, j'aimerais passer la parole à la ministre suédoise Lina Axelsson Kihlblom. Donc, Madame la ministre, nous venons d'avoir 4 témoignages, donc 2 jeunes Suédois qui ont osé la mobilité. Dans 1 an exactement, ce sera votre tour d'être la présidente du Conseil de l'Union européenne, ce sera la Suède. Donc, est-ce que vous pouvez partager quelques réflexions sur les programmes de mobilité, la réciprocité et la reconnaissance? Merci, j'espère que vous m'entendez clairement. Oui, tout à fait, tant mieux. Alors, mesdames et messieurs les ministres, éminents collègues, amis européens, mesdames et messieurs, alors ce sujet me tient beaucoup à cœur. En fait, j'ai passé 1 an à Strasbourg, j'ai aussi passé du temps en Allemagne et en Espagne. Alors ça, c'était en 88 en Espagne. Alors, la libre circulation est un principe fondamental de la coopération européenne. Nous devons la protéger et l'apprécier. La coopération transfrontalière est importante, surtout en matière d'éducation. En fait, c'est une priorité pour le gouvernement suédois que les citoyens européens puissent étudier, travailler, voyager, échanger des idées, en fait, sans obstacles bureaucratiques et administratifs. Ces 4 jeunes sont des bons exemples et des ambassadeurs excellents de l'importance de la mobilité. Il est tellement bénéfique pour un jeune de passer du temps à l'étranger, de partager la culture, l'état d'esprit d'un autre pays, tout en améliorant ses compétences linguistiques. Ceci a aussi été confirmé dans des études récentes qui ont montré que des élèves suédois qui avaient passé 1 an en France percevaient aussi cette expérience comme un pas en avant dans le développement de leur personnalité. Les 2 étudiants suédois, Samantha et Mana, font partie d'une coopération franco-suédoise qu'on appelle 1 an en France. Depuis 1988, c'est-à-dire l'année où moi je suis allée en Espagne, plus de 500 Suédois, en fait, lycéens suédois, ont saisi l'opportunité d'aller étudier 1 an en France. La plupart des lycéens reprennent leurs études secondaires quand ils reviennent
à la maison. Mais certains décident de passer le certificat international qu'on appelle DELF ou alors de passer leur bac en France. Donc, voilà des choses qu'on peut faire ensemble en matière d'éducation, et tout en respectant le principe de subsidiarité. Il faut utiliser le fait que nous avons des expériences différentes, des systèmes différents, et ceci nous donne beaucoup de possibilités d'apprendre les uns des autres. Je suis convaincue que la mobilité, et surtout la mobilité des étudiants, est la clé pour créer une identité européenne et pour construire une compréhension mutuelle. Outre les lycéens du domaine secondaire inscrits dans les programmes académiques, il faut aussi s'assurer que des étudiants avec ou moins favorisés puissent aussi participer, quel que soit leur milieu, quel que soit le niveau socio-professionnel de leurs parents. Moi, je vois un énorme potentiel pour une coopération à venir dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, de ces cours et des programmes éducatifs de la fin du secondaire et au-delà. Les préconditions pour une reconnaissance mutuelle diffèrent beaucoup selon les niveaux d'éducation, mais c'est un domaine où on pourrait améliorer les choses. Alors, en Suède, en fait, nous travaillons depuis quelques années pour faire des propositions pour avoir un système national et permanent de validation. Alors, l'objectif à long terme, c'est d'obtenir quelque chose de durable et d'équitable au niveau régional et national. Et en fait, à l'heure actuelle, nous sommes en train d'étudier les propositions et il y a aussi une obligation pour les municipalités d'offrir une validation. Ceci est quelque chose qui va être introduit. Je voudrais terminer avec quelques mots sur les professeurs parce qu'ils sont un élément clé pour de nombreuses ambitions que je viens de décrire. Les professeurs et les formateurs engagés dans la mobilité agissent comme des démultiplicateurs et peuvent faciliter la mobilité en fait des élèves et des étudiants. Des échanges entre nos États membres devraient être faciles d'accès. Et en fait, si on arrive à faire cela, d'autres développements positifs vont suivre. Je suis très heureuse d'avoir pu prendre la parole ici aujourd'hui. Merci de m'avoir donné cette occasion de participer et vous donner mon avis sur ce sujet si important. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant, je voudrais passer la parole à Monsieur Václav Velkovský. Je crois que vous avez un programme de mobilité semblable à celui dont on vient de nous parler en Suède. Vous allez en fait reprendre la présidence après la France le 1er juillet. Parlez-moi un petit peu de la stratégie que vous avez utilisée et comment créer plus de mobilité en Europe et plus de reconnaissance. Merci, chers collègues. Donc, bonjour de Prague. Avant de répondre à votre question, nous avons préparé une vidéo qui vous montre comment la mobilité peut changer en fait votre vie. Donc, si je pouvais vous demander de mettre la vidéo, parce que je crois que la parole, en fait, n'est pas aussi bonne que l'image pour transmettre un message. Nous avons relié 2 écoles distantes de 1000 km par téléprésence, installé des caméras cachées et nous avons attendu. Le premier jour, les élèves essaient de savoir si... So hidden cameras. The first day, people look at the screen and they're trying to... Finalement, l'un d'entre eux comprendra comment communiquer.
Le 4e jour, les étudiants coopèrent. Ils préparent des exposés et des devoirs. Un peu plus tard, les professeurs comprennent également le principe. Notre portail a commencé à connecter les personnes entre elles. Après 2 semaines, ils apprennent leur langue, leurs coutumes et saisir une opportunité. Après quelques semaines, ils considèrent les étudiants de l'autre côté comme leurs camarades de classe. Et quand nous avons voulu mettre fin à notre expérience, il s'est passé quelque chose que nous n'avions pas anticipé. Quand vous ressentez l'envie de voir quelqu'un tous les jours, l'image ne suffira jamais. Découvre le monde en vrai. Erasmus+. Merci beaucoup, c'était une courte vidéo. J'espère que tout s'est bien entendu et j'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo parce que c'est un réel projet, un projet entre les écoles tchèques et françaises. Et cela a démontré comment une relation peut être influencée de façon positive par la mobilité. Et pour moi, c'est ça la mobilité. Je voudrais répondre en fait à votre question. Oui, la chose importante, c'est l'impact, bien sûr positif. Bien sûr, les obstacles, le négatif est lié aux barrières et les législations parfois, ou peut-être la question des sujets pour les étudiants qui vont à l'étranger. Je dois vous dire que le ministre de l'Éducation et des Sports de la République tchèque a préparé un acte d'engagement pour l'éducation supérieure qui devrait permettre en fait aux étudiants d'obtenir une réelle reconnaissance des études qu'ils font à l'étranger et leur classe à la maison. Et nous espérons que cela va permettre de surmonter les obstacles qu'on retrouve dans tous les États membres. Je voudrais également mentionner quelques projets positifs dans la République tchèque. Par exemple, un moteur de recherche, c'est un projet que, en fait, nous mettons ensemble avec la Lettonie et ce projet vise à faire reconnaître la conscience de la reconnaissance en fait des opportunités d'éducation au niveau de l'éducation secondaire qui est très important pour nous. Et je crois que c'est important aussi. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 99 000 mobilités sortant et quelques 1700 entrants en République tchèque. Donc, vous voyez qu'on devient un pays de plus en plus attrayant. Il y a 99 000 par rapport à 107 000. Et vous devez savoir que cela entre 2014 et 2019. Donc, il est clair que nous attendons avec beaucoup d'impatience la prochaine période Erasmus pour voir ces chiffres changer encore. Et autre chose qui est très important, ce que nous avons négocié avec notre ministère des Finances, parce que c'est toujours une question d'argent lorsqu'on parle d'administration. Notre argument, c'est que ces mobilités que j'ai déjà mentionnées apportent au budget d'État et à l'économie d'État plus que 88 millions d'euros par an. Donc, c'est un impact économique très important lorsque un étudiant vient dans un pays hôte. Et je voudrais également vous mentionner un autre exemple, car il n'y a pas que le programme Erasmus. Nous avons également un programme de mobilité qui est très ancien, qui a démarré en 1957. 1957, un programme de mobilité qui concerne en fait une école d'été et qui permet en fait des bourses à des étudiants qui étudient la langue tchèque ou d'autres sujets liés à la République tchèque. Donc, et cela afin de faire découvrir la langue tchèque.
C'est un programme qui existe depuis longtemps et dans les dernières années, on a eu plus de 4000 participants. 4000 participants, c'est quand même extraordinaire, surtout lorsqu'on sait à quel point la langue tchèque est compliquée. Merci beaucoup pour cette expérience extrêmement intéressante. Je remercie les deux ministres pour leur participation à notre programme aujourd'hui. La parole maintenant pour la France et la présidence française du Conseil de l'Union européenne sur le sujet des actions concrètes pour une meilleure reconnaissance des parcours en Europe. Bien, mais d'abord, je voudrais remercier tout le monde pour les interventions, parce on voit la richesse déjà de ce qui existe. Donc c'est vraiment un moment très important pour la nouvelle étape qui se présente. C'est important de souligner ce qu'a dit très bien Maria Gabriel et aussi la députée Verheyen au sujet du doublement du budget Erasmus. On est maintenant dans une nouvelle dimension. Et de souligner que non seulement il y a ce doublement du budget, mais que nous avons comme objectif que 15% de ce budget soit pour le niveau scolaire. Et le reste donc pour le niveau de l'enseignement supérieur. Ce qui est considérable puisque les montants deviennent eux-mêmes considérables. Nous avons comme objectif à l'échelle de l'Europe, ainsi en 2022, de toucher 22 000 élèves dans toute l'Europe pour cette mobilité. Et ce ne sera évidemment qu'un début. Cela ne va cesser de croître après au cours des années suivantes. Donc merci à la Commission européenne, au Parlement européen et aux institutions européennes en général d'avoir permis cela. Et puis merci aux États membres, puisque nous le voyons, il y a maintenant beaucoup d'initiatives bilatérales. Et j'ai trouvé magnifique ce que vient de nous présenter notre collègue tchèque. C'est un très bon exemple aussi de créativité. Et puis, il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'application Acquis pour la reconnaissance des compétences, ça fait partie des choses aussi qui font partie de l'arrière-plan de la mobilité, puisque si on reconnaît les compétences, on va encourager la mobilité. Alors en matière de mobilité, de reconnaissance de la mobilité, tout à l'heure, j'ai évoqué la mobilité des lycées professionnels. Et il faut savoir que j'ai demandé il y a quelques mois à la députée européenne Ilana Sikurel de nous remettre un rapport sur la mobilité et que justement l'une des propositions que nous avons retenues dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, c'est d'aller plus loin dans cette mobilité, puisque désormais nous voulons non seulement toucher les lycéens professionnels qui sont l'avant-garde, mais aussi les lycéens généraux et technologiques tels qu'ils existent en France. Donc on va prendre une initiative en France, mais qui est aussi généralisable à l'échelle européenne, et on va en parler entre collègues européens, c'est-à-dire le fait d'avoir une reconnaissance du temps d'études dans un autre lycée lorsque l'on revient, donc une évaluation qui est faite par le pays partenaire, par le lycée partenaire. Et donc dès la rentrée prochaine, en France, nous commencerons par la classe de seconde, donc des élèves de 15 ans pourront aller en Europe avec un contrat d'études avec un établissement scolaire partenaire et avoir ainsi une note sur le livret scolaire qui compte ensuite dans leur parcours. Et puis à la rentrée 2023, ce sera les élèves de première et à la rentrée 2024, ainsi de suite. Une mobilité de 4 semaines dans un établissement partenaire européen sur un temps scolaire ouvrira un droit à une option mobilité et elle aura un coefficient 2 dans notre baccalauréat national. Et bien sûr, nous recherchons la réciprocité avec le maximum de pays européens. Et là, je suis très heureux d'avoir entendu notre collègue tchèque comme notre collègue suédoise précédemment, deux pays avec lesquels justement nous sommes en lien étroit dans le contexte de la présidence européenne. Parfait, merci beaucoup. Je pense que vos propos ont été entendus. Monsieur le ministre, nous allons rejoindre la commissaire sur l'autre plateau. Et pendant ce temps, nous voulons juste remercier tous les pays dans toutes les langues qui se sont montrés ô combien mobiles. Regardez. Donc, comme vous voyez, c'est dans toutes les langues. Et merci beaucoup à la Bulgarie, à la France, Belgique, au Luxembourg, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, l'Europa si muove, Getting Europe Moving, Europa in Beweging pour les Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Suède, Allemagne et Autriche, Mobilität Wagen, Roumanie, Hongrie, Slovène et grec. Voilà, donc c'était un peu dans toutes les langues que vous voyez défiler. Et voilà, preuve comme quoi les langues, c'est quelque chose d'absolument formidable qui permet à chacun
d'oser et de prendre confiance en soi. Je crois que c'est aussi un message que nous avons retenu des différents témoignages. Nous sommes toujours en liaison avec Madame la commissaire Maria Gabriel. Vous êtes toujours en direct avec nous. Je vous passe la parole pour votre conclusion. À vous. Merci. Merci beaucoup, Alex, Monsieur le ministre, cher Jean-Michel. Je suis vraiment ravie de tous les messages que nous avons aujourd'hui entendus et nous l'avons bien constaté. Les opportunités de mobilité peuvent changer le cours d'une vie, notamment pour les personnes qui en font l'expérience pour la première fois. Et dès lors, je souhaiterais en conclusion de la conférence revenir légèrement et brièvement plus en détail sur les questions évoquées lors du panel et qui me tiennent particulièrement à cœur et qui sont au cœur de notre vision stratégique pour la mobilité. Rendre la mobilité réellement accessible à tous et permettre la reconnaissance. Donc maintenant, au regard de tous les effets positifs à la fois au niveau individuel mais aussi systémique, en tant que Commission, nous partageons l'ambition de la France d'intensifier encore la mobilité et de faire en sorte qu'elle fonctionne pour chacun. Aujourd'hui, ce message était très fort et il est nécessaire que ces fantastiques opportunités de mobilité soient élargies au plus grand nombre. Et oui, la coopération politique peut aussi nous y aider. J'étais ravie d'entendre les messages d'engagement à la fois du ministre tchèque et de la ministre suédoise. Aujourd'hui, il est vrai aussi que le ministre Blanquer vient de le dire si bien, l'ouverture des expériences de mobilité doit s'accompagner d'un travail continu pour l'amélioration des procédures de reconnaissance mutuelle des qualifications et des acquis des périodes d'apprentissage à l'étranger. Cette reconnaissance, elle est essentielle pour la mise en place aussi de l'espace européen de l'éducation d'ici 2025 et aussi pour le succès des actions de la mobilité. Cela passe, par exemple, par la reconnaissance automatique des diplômes, des résultats de périodes d'apprentissage à l'étranger. On vient d'entendre l'initiative phare que la France voudrait mettre en avant. Et en tant que Commission, oui, nous encourageons les États membres d'une part, quand même, de continuer à faire des efforts pour mettre en œuvre la recommandation du Conseil relative à la reconnaissance automatique mutuelle des qualifications. Je rappelle que nous l'avons adopté en novembre 2018, mais aujourd'hui, il est vrai, des efforts considérables restent à faire de la part de 2/3 des États membres. Dans ce contexte, je voudrais saluer l'engagement de la France qui fait partie du groupe de pays pionniers dans l'adoption de cette recommandation. Donc aujourd'hui, je pense aussi qu'il y a un autre message, c'est celui de la coopération, celui de travailler ensemble, parce que si on voudrait faire de la reconnaissance automatique une réalité, nous devons travailler ensemble. Nous devons encourager cette convergence progressive des systèmes d'enseignement des États membres et nous avons aussi, bien sûr, dès lors qu'on parle d'enseignement supérieur, par exemple, des outils de transparence qui existent, tels que le système de transfert de crédit, le supplément au diplôme et l'assurance qualité. Donc, je voudrais ici peut-être faire un petit appel à suivre un peu ce qui va être publié aussi par la Commission, parce qu'un nouvel appel Erasmus+, pour les centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique sera lancé au printemps 2022, avec comme objectif principal le soutien à la reconnaissance automatique. Permettez-moi aussi de faire une référence à la reconnaissance, qui est aussi l'un des objectifs de Youth Pass. C'est un instrument développé pour les projets d'apprentissage non formels réalisés dans le programme européen de la jeunesse. Depuis son lancement en 2007, plus de 1 100 000 certificats Youth Pass ont été créés. Maintenant, nous venons aussi d'adopter notre proposition de révision de la recommandation du Conseil relative au volontariat des jeunes dans l'Union européenne. Comme vous le savez, elle vise à améliorer le volontariat international en mettant l'accent de nouveau sur des mots-clés de cette conférence, l'inclusion, la qualité, et les négociations se dérouleront sous présidence française. Donc, de mon côté, cela m'amène à un message très fort. 2022 est l'année européenne de la jeunesse. C'est donc un moment idéal pour promouvoir l'avenir de la mobilité et aider les jeunes à oser cette expérience. N'oublions pas non plus le soutien significatif de Next Generation EU, le plus vaste plan de relance jamais financé en Europe. Enfin, pour surmonter les principaux obstacles à la mobilité, nous soutenons aussi l'élaboration d'un cadre européen pour la mobilité, dont l'un des objectifs est de faire de la mobilité à des fins d'apprentissage une partie intégrante de la formation en Europe. Et nous allons commencer à préparer avec toutes les parties intéressées nos travaux. Notre
plan, c'est de le mettre sur la table du Conseil en 2023. Et évidemment, on compte ici beaucoup sur l'élan donné par la présidence française, l'engagement de la présidence suédoise. Et ce cadre européen de mobilité, il visera à accompagner la mise en œuvre du programme Erasmus+, et en même temps nous permettre de renforcer la mobilité à des fins d'apprentissage dans tous les domaines de l'éducation et de la formation. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous réunis par une cause. Nous voulons éliminer les obstacles à la mobilité qui subsistent. Nous voulons favoriser un plus grand degré d'inclusion et d'accessibilité et ainsi évidemment contribuer à la réalisation de nos priorités politiques, à savoir la réalisation des transitions vertes et numériques. Et je suis sûre que ce cadre nous permettra aussi de renforcer à l'avenir notre préparation pour permettre à nos systèmes d'éducation d'être prêts pour faire face à des crises comme celle de la pandémie, mais je pense que ça ne sera pas la dernière. Donc, encore une fois, je voudrais vraiment vous remercier. Aujourd'hui, nous avons eu d'excellents partages d'expériences. Il y a eu des idées fortes, mais surtout aussi une vision, parce qu'avant tout, c'est pour notre génération, pas seulement future, mais c'est celle qui façonne notre présent, qui nous a réunis et qui nous a permis, encore une fois, d'affirmer notre volonté de travailler ensemble. Donc, je donne rendez-vous très prochainement pour continuer notre travail en faveur de la mobilité en Europe. Un grand, grand merci au ministre Blanquer, cher Jean-Michel. Il y avait besoin d'avoir cette conférence, la faire en début de l'année 2022, année européenne de la jeunesse, et à l'occasion du 35e anniversaire du programme Erasmus+, avec un engagement très fort du niveau politique jusqu'à la jeunesse. Le panel était extraordinaire. Quel beau début d'une année, pas seulement en faveur de la mobilité, mais aussi en faveur de notre avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, à la commissaire Maria Gabriel. Monsieur le ministre, quelques mots de conclusion. Bien, d'abord, je voudrais tous vous remercier pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme vient de le dire Maria Gabriel, on a eu l'illustration vivante des choses, grâce notamment au témoignage des lycéens, des étudiants, de ceux qui se sont aussi qui ont une mobilité en Europe pour l'engagement, puis mes collègues européens de différents pays. Je veux vraiment tous vous remercier parce qu'on voit une même dynamique convergente pour une mobilité concrète, pour que ce soit une expérience pratique, concrète, épanouissante pour le maximum de jeunes en Europe. Alors on l'a dit et répété, on est dans un contexte très favorable du point de vue budgétaire par les décisions qui ont été prises avec le doublement d'Erasmus et puis d'autres mesures qui ont été prises et puis le contexte qu'a rappelé Maria Gabriel. Je voudrais dire aussi la grande complicité que nous avons avec les autres pays et en l'occurrence on le voit avec la République tchèque et avec la Suède avec lesquels nous formons un trio pour les prochains temps pour justement entamer ce nouveau cycle de la mobilité en Europe que Maria Gabriel vient de dire aussi. Ce nouveau cycle, nous considérons qu'il a une puissance potentielle énorme puisque on va pouvoir avoir plus de jeunes qui circulent. Je le répète, on va avoir plus de jeunes de l'âge scolaire. Je rappelais le chiffre de 22 000 tout à l'heure. On va reconnaître davantage la mobilité. Et pour cela, il faut qu'on lance un processus. C'est donc ce que nous disons aujourd'hui ensemble. De même qu'il y a eu autrefois un processus de Bologne qui a permis la reconnaissance des compétences entre universités européennes, et aujourd'hui on en a tout le fruit, c'est aussi pour ça qu'Erasmus, ça marche bien. Eh bien, lançons aujourd'hui le processus de la Sorbonne avec tous nos amis d'Europe, et particulièrement nos amis suédois et tchèques, mais l'ensemble des parties prenantes de l'Union européenne, de façon à avoir la véritable reconnaissance des parcours des élèves d'âge scolaire, du collège et du lycée, de façon à ce que tout ceci porte des fruits, non seulement quantitatifs, plus de jeunes, mais aussi qualitatifs, c'est-à-dire mieux reconnaître les compétences acquises grâce à la mobilité et ce faisant, mieux savoir ce qui se passe chez le voisin, avoir plus de convergence dans les formations que nous donnons, que ce soit les formations professionnelles ou les formations générales ou technologiques. Et certainement, c'est cela qui contribue à construire l'Europe de demain. Donc c'est nous qui créons le contexte. En ce moment, le contexte naturel n'est pas très favorable à cause du Covid, mais j'espère qu'on va en sortir bientôt. Mais le contexte culturel, il peut être favorable, ça dépend de nous. Eh bien, le chemin est ouvert et aujourd'hui représente une étape extrêmement importante. Et donc, merci à tous pour le développement de ce nouveau processus.
Merci à vous, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir regardé en tant que quelqu'un qui osait la mobilité il y a bien des années. Je peux vous dire, faites-le, c'est génial. Nous allons clôturer notre émission avec plein de jeunes qui disent dans plein de langues, justement, j'ai osé la mobilité. Merci, au revoir. Merci. J'ai osé la mobilité. Let's get moving. J'ai osé la mobilité. Europa se mueve. Let's get moving. Let's get Europe moving. Let's get moving. J'ai osé la mobilité. J'ai osé la mobilité. Let's get moving or j'ai osé la mobilité. Europa se mueve. J'ai osé la mobilité, vous pouvez le faire aussi.